Je pense que ça nous renseigne évidemment sur les difficultés qu'il y a au niveau de l'Afrique en interne à organiser, à gérer les problèmes migratoires. Mais initialement, moi je me suis intéressé en fait à la question qui a été posée dans l'intitulé en fait de la conférence. La question était la suivante: pourquoi la mer Méditerranée est devenue le cimetière des migrants? Et c'est une question qui, à mon avis, est une question fondamentale parce qu'elle nous installe au cœur d'un problème qui est en fait une tragédie. Voir les êtres humains en nombre massif mourir, périr en mer, et parfois les voir en train d'essayer de franchir des barrières de barbelés, c'est une véritable tragédie. Et c'est une tragédie qui nous est renvoyée en permanence par les médias, les images médiatiques. Et c'est une tragédie parce que c'est quelque chose qui nous renseigne beaucoup sur la conception que les personnes qui sont à l'origine des différentes politiques de rejet ou de refus des immigrés ont des migrants. Et je vais essayer d'en parler parce que ça me semble très important. Mais ça nous renseigne également aussi sur aujourd'hui ce qu'est devenu la valeur de l'être humain en général. On peut s'interroger sur l'être humain, sur sa valeur selon qu'il est migrant ou pas. Il y a un énorme contraste entre, je dirais, la puissance des images dont je vous ai parlé et la réalité. Parce que quand on examine la réalité, notamment la réalité des faits, surtout des chiffres, on se rend compte que ce qu'on voit à travers les médias est infiniment faible par rapport à la réalité de ce qui se passe. Mais comme on a la puissance évidemment de projection des médias, on a tendance à penser que c'est extrêmement amplifié et que c'est très important. Mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toute une série de chiffres qui existent. Je ne veux pas regarder avec ces différents chiffres, mais il y a quelques-uns sur lesquels je me suis arrêté parce qu'ils me semblent suffisamment révélateurs de la réalité. Vous avez en 2015 135 000 migrants qui ont essayé de traverser la mer Méditerranée. La seule année de 2015, 135 000 personnes qui essaient de traverser la mer Méditerranée. Et donc, par rapport à l'année 2014, on dit que 2015, il y a une augmentation de l'ordre de 80% du nombre de personnes qui cessent de se déplacer. C'est énorme. Et cette augmentation n'est pas due au hasard. Il y a évidemment peut-être des responsabilités, ou en tout cas des causes qui ont à voir avec la façon dont nos pays africains sont gérés. Mais je pense que l'essentiel n'est pas là. Je pense que l'essentiel est précisément dans la façon dont l'Europe essentiellement élabore et gère sa politique migratoire. Et c'est ce dont je veux parler tout à l'heure, parce que vraiment c'est ça le cœur du problème. Un autre chiffre pour vous renseigner, il y a eu en 2000, depuis 2000, il y a eu 22 000 morts en Méditerranée. C'est l'équivalent d'à peu près 1500 par an. C'est énorme. C'est énorme. Et quand on compare le nombre de morts en Méditerranée par rapport aux autres points de passage au niveau mondial, la Méditerranée, à elle seule, comptabilise 75% du nombre de morts. Donc ce qui se passe au niveau de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, au niveau du golfe du Bengale, dont on a parlé dans une émission, c'est très peu de choses. La Méditerranée, elle seule, 75% du nombre de morts. Donc c'est une véritable tragédie. Et donc le pape a raison de parler d'un véritable cimetière. Et je pense que le mot est bien choisi dans l'intitulé de cette conférence, en tout cas de ce débat. C'est un véritable cimetière. C'est un cimetière à ciel ouvert. C'est un cimetière à ciel ouvert parce que nous sommes tous témoins de ce qui se passe. Nous sommes tous témoins de l'enterrement massif de la plupart des migrants et nous sommes surtout des témoins impuissants. Donc des témoins qui se contentent de regarder ce qui se passe, de faire des commentaires, d'en débattre, c'est très bien d'en débattre, mais ça n'a pas un effet immédiat sur la réalité de ce qui se passe. Et donc je voudrais dire que si vous voulez, pour moi, cette tragédie a lieu pourquoi? Elle a lieu parce que, je pense que c'est le fond de la question, on pourra en discuter si vous avez un désaccord par rapport à ça, c'est qu'il y a un refus
européen de l'immigration de masse. Et ce refus s'est progressivement radicalisé. Et je vais expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas non plus une chose simple. Alors, il y a, si vous voulez, une série de causes qui expliquent pourquoi l'Europe refuse l'immigration de masse. Mais il y a d'abord, à mon avis, si vous voulez, le fait qu'il y a un contexte géopolitique dans lequel, aujourd'hui, il y a un relâchement complet de la circulation des personnes et des biens au niveau de la sous-région qui est concernée. Ce contexte géopolitique est marqué par quoi? Ce contexte géopolitique est marqué évidemment par, d'abord, le concept général, ce sont ce qu'on appelait les printemps arabes. Tout le monde a pensé que le printemps arabe, c'était vraiment la démocratisation, l'ouverture des pays arabes. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une grande illusion. Il y a un retournement complet de l'histoire qu'il y avait autour des printemps arabes. Vous avez devant vous, on le voit tous les jours, la déstabilisation de la Libye. Et la Libye était un verrou de la stabilité sous-régionale. Depuis lors que le régime de Kadhafi a été renversé, dans des conditions qu'on connaît et qui sont fortement discutables, en termes de droit international, mais aussi en termes de morale, au niveau de la politique internationale, eh bien, mais peu importe même le droit ou la morale, le fait est que, en termes d'efficacité politique, la déstabilisation de la Libye a entraîné la déstabilisation progressive de la sous-région. Et je peux vous dire que la plupart des analystes pensent que ce qui se passe aujourd'hui n'est que le début d'une réalité infiniment plus complexe, qui va se venir et face auquel, pour l'instant, il n'y a pas encore une vraie solution des hommes politiques de réaction. Donc il y a cette question. Évidemment, si vous voyez très bien, la Libye est déstabilisée, la Tunisie commence à être déstabilisée, l'Égypte est en grosse difficulté. La réaction qui a été très rapide, qui a été mise en place, a été de très rapidement neutraliser les islamistes qui avaient démocratiquement remporté les élections démocratiques. Eh bien, on a installé les militaires en croyant qu'on allait verrouiller le système, mais c'est très difficile. Parce que les militaires ont du mal à contrôler complètement le système politique et social de l'Égypte. Toute cette partie du Maghreb est en grosse difficulté. Et on peut remonter plus loin, parce que l'essentiel des migrants qui sont dans la Méditerranée viennent d'où? Ils viennent, grosso modo, passent par la Libye parce qu'elle a été déstabilisée. Et vous vous souvenez, pour ceux qui ont été un peu attentifs, Kadhafi avait longuement insisté sur cet aspect des choses quand il était mis en difficulté. Kadhafi disait précisément, si l'État libyen est renversé, vous allez avoir une immigration massive que vous n'avez jamais pouvoir contrôler. Il avait parfaitement raison, la réalité elle est là. Alors, vous avez des migrants qui viennent évidemment de l'Érythrée. Et l'Érythrée est un pays assez particulier parce qu'il est complètement fermé maintenant, alors qu'à un moment donné, dans les années 90, c'était vraiment un modèle de pays démocratique. Quand le président Isaias Afewerki avait pris le pouvoir, on avait pensé que c'était un modèle de leader. Mais depuis quelques temps, on ne sait pas très bien ce qui se passe, il a complètement fermé son pays et c'est devenu une véritable dictature. Et donc la plupart des migrants viennent de l'Érythrée également. Et puis il y a toute cette partie de la Somalie, et puis évidemment, même si ça ne concerne pas l'Afrique, il y a tous les immigrés syriens qui passent par la Méditerranée pour pouvoir accéder à l'Europe. Donc voilà, si vous voulez très rapidement ramasser le contexte géopolitique des pays d'où viennent les migrants. Alors vous avez en face de ce contexte, je dirais la réaction européenne. La réaction européenne, c'est quoi? C'est une politique répressive, sécuritaire, extrêmement restrictive, qui tend à éloigner et à repousser le plus loin possible les migrants. Vous avez, pour ceux qui sont un peu informés, on a parlé aussi dans un moment de film, l'Europe a investi à peu près 11 milliards d'euros uniquement pour renvoyer les migrants chez eux. 11 milliards d'euros, c'est-à-dire que l'Europe peut investir pour faire autre chose, on l'a investi pour cela. L'Europe a mis en place aussi toute une agence qu'on appelait Frontex, qui avait pour mission justement de s'occuper essentiellement de contrôler, de surveiller les migrants pour qu'ils se tiennent à l'écart de l'Europe.
Donc on a affaire à une politique sécuritaire et qui ne se cache pas. Alors évidemment, il y a des raisons qui sont liées à cette politique sécuritaire. C'est que les pays européens ont le sentiment d'être envahis par les immigrés. C'est un sentiment qui, dans les chiffres, n'est pas justifié. C'est quand on examine de manière méthodique les chiffres, il n'y a pas le surplus d'immigration. Par contre, et c'est là où je dirais se joue l'essentiel, c'est dans la perception que la société a de l'immigration que se pose le problème. Et cette perception est extrêmement amplifiée par les discours qui sont tenus par les partis d'extrême droite. Et si vous analysez très rapidement le contexte de la politique en Europe, vous verrez que dans la plupart des pays européens, les partis d'extrême droite ont accédé aux majorités et parfois ont pris le pouvoir. Et c'est assez préoccupant parce que les partis d'extrême droite qui prennent le pouvoir, ils ne prennent pas le pouvoir uniquement pour faire des discours. Ils posent des actes. Ils posent des actes. Et ces actes se traduisent par cette politique sécuritaire auquel tout à l'heure je viens de faire référence. Donc c'est assez préoccupant. Alors moi je crois que si vous voulez, le fond de l'explication va peut-être être là. Je ne néglige pas évidemment la responsabilité des pays africains, la responsabilité de l'Union européenne, sa faiblesse institutionnelle, son incapacité à s'organiser, son incapacité à être la voix de l'Afrique au niveau international. Je ne néglige pas tous ces éléments-là. Mais je pense que ce sont des éléments qui sont, je dirais, de faible importance, parce qu'ils ont un faible impact sur la façon dont le drame se dénoue au niveau de la mer Méditerranée. Je voudrais ajouter la chose suivante, toujours pour pointer la responsabilité des États africains. C'est de dire que l'une des causes, je dirais, fondamentales aussi de l'immigration, donc du départ des Africains vers l'Europe, qui entraîne la tragédie, est liée à la façon dont les pays africains en majorité sont gouvernés. Et tout à l'heure, dans ta présentation, on voit très bien qu'au Cameroun, il y a ce gros problème de mal-gouvernance, le problème de corruption, le problème de la lourdeur des administrations, le problème des difficultés au niveau de la transparence juridique. Il y a tous ces problèmes qui sont tout à fait justifiés. Et ces problèmes viennent d'où en fait? Ces problèmes viennent essentiellement du fait que les États africains sont des pâles copies de l'État occidental. On a cherché à reproduire en Afrique la structure de l'État occidental. Le problème, c'est que si vous prenez une copie et que vous essayez de l'appliquer à vous-même, il y a toujours une grosse difficulté. C'est que la greffe ne prend pas. Il y a toute une série de références, d'ouvrages qui traitent de cette question-là. L'État colonial, le post-colonial, tel qu'il a été mis en place, ne fonctionne pas. Et donc, la responsabilité, évidemment, incombe aux Africains. Moi, je dis souvent à l'élite africaine. Et quand je dis élite, c'est l'élite vraiment au sens le plus large, c'est-à-dire l'élite politique, l'élite intellectuelle, l'élite scientifique, l'élite qui s'occupe des questions culturelles et des questions technologiques. C'est cette élite-là qui, à mon avis, doit pouvoir travailler à, au minimum, réinventer une forme d'État qui soit appropriée et la plus adéquate. Mais la responsabilité incombe également, je dirais, et je vais encore taper sur l'Europe parce que, à mon avis, c'est très important, sur les pays européens. Cette fois-ci, ce n'est plus l'Union européenne qui est en cause, mais c'est le comportement des anciennes puissances coloniales. Si vous observez très bien la façon dont les relations entre les anciens pays colonisés et les puissances coloniales sont organisées, vous verrez qu'il y a toujours le prolongement d'une forme de tutelle sur ces pays-là. On prend l'exemple du Cameroun. Le Cameroun reste contrôlé malgré tout par la politique française. Au niveau économique, au niveau monétaire, au niveau des questions de défense, les questions les plus délicates, les questions les plus sensibles, sont contrôlées par la France. Le Cameroun ne peut pas engager ou mobiliser une coalition internationale au niveau de la partie nord qui est attaquée par Boko Haram sans le consentement, l'aval, le soutien de la France. Vous imaginez, un État qui est dit souverain ne peut pas s'organiser sans l'aval de la France. Et ça vaut pour la France, pour la Centrafrique dont on vient de parler, pour le Congo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, cas emblématique,
Vous voyez, ça c'est la réalité de ce qui se passe. Et donc il y a un prolongement de la tutelle post-coloniale qui aujourd'hui est en partie à l'origine du retard des États africains, en tout cas de la faiblesse institutionnelle des États africains. Et si vous examinez très bien, malgré le fait que ces pays font un effort de s'ouvrir vers la Chine, pour essayer de contrebalancer un peu justement les formes de puissance, il y a quand même cette espèce de connivence entre les anciennes puissances coloniales et les régimes qui sont en place et qui gèrent les États africains. Et donc moi j'ai dit, et je veux parler rapidement des solutions, puis je vais en rester là. Il y a quelques solutions qu'il faut pouvoir avancer pour régler le problème de la tragédie. La première solution, à mon avis, c'est d'abord de faire en sorte que cesse la connivence des anciennes puissances coloniales avec les régimes dictatoriaux et non démocratiques en Afrique. Cette connivence doit cesser. Et on doit travailler à interrompre cette connivence. C'est extrêmement important. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accepter que des États organisés démocratiquement aient à leur tête des chefs d'État, avec tout le respect que j'ai pour leur âge, soit à la tête de l'État depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et que quand il y a une difficulté par rapport au respect de la Constitution, on décide unilatéralement de modifier la Constitution. Donc pour moi, c'est une première chose qu'il ne faut pas négliger. Je souligne évidemment aussi qu'il faut travailler à améliorer la façon dont les États africains sont gouvernés par les Africains, et que cette amélioration de la gouvernance n'est pas nécessairement une question liée à l'étranger, mais beaucoup à la façon dont nous sommes capables nous-mêmes de mettre en valeur nos capacités. Et donc ça, c'est très important. Mais il y a surtout au niveau européen, et c'est ce sur quoi je vais insister, c'est que, d'abord, je crois que il faut trouver un moyen de stabiliser la situation en Libye. C'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de faire en sorte que la Libye redevienne un État stable. C'est-à-dire que l'Europe doit profondément se préoccuper de sa politique étrangère à l'égard des pays méditerranéens, en particulier de ce qui se passe en Libye. Il faut stabiliser l'État, travailler à restaurer un État de droit, faire cesser la guerre, si besoin, intervenir militairement, puisqu'on peut intervenir militairement pour arrêter une guerre civile. Ils sont intervenus militairement pour remplacer Kadhafi, et puis également intervenir maintenant pour arrêter les islamistes qui prennent le pouvoir. Pourquoi ils ne le font pas? Ils devraient pouvoir le faire. Ça, c'est à mon avis très important, parce que c'est ça qui va permettre de stabiliser non seulement le pays, mais l'ensemble de la sous-région, qui reste vraiment un verrou de stabilité de la sous-région. Ensuite, j'ai envie de dire que il faut renoncer à l'illusion du printemps arabe. C'est-à-dire, derrière le printemps arabe, c'est l'illusion qui est très occidentale, qui est très européenne et très américaine, je dirais très atlantique, qui consiste à penser qu'on peut exporter la démocratie et l'importer quelque part et que ça réussisse, que ça fonctionne. La réalité est que ça ne fonctionne pas. Je veux dire, même ça ne fonctionne nulle part. On a plusieurs tentatives sous les yeux dans l'histoire, ça ne fonctionne pas. Donc il faut renoncer à cette idée que comme le modèle de gouvernance est démocratique en Europe, il faut absolument l'implanter partout dans le monde, et en particulier dans les pays qui sont des pays fragilisés. Non. Il faut renoncer et respecter l'idée que chaque État est souverain, il est capable d'inventer par lui-même ses modèles de gouvernance. Et c'est très important que l'Europe, que l'Amérique, que les pays occidentaux respectent cela. Vous me direz, oui, mais les autres pays, les autres puissances émergentes notamment, ne font même pas attention à cette composante des choses. C'est vrai que la Chine ne se préoccupe pas de la façon dont les pays sont gouvernés. La Chine a un intérêt directement économique, et c'est le même cas pour l'Inde. C'est le même cas aussi que les autres pays du pays. Il n'y a que l'Occident atlantique qui s'intéresse à vouloir imposer un modèle de gouvernement. Donc il faut renoncer à ça, et c'est très important. Il faut renoncer à ça. En Libye, il faut renoncer en Égypte, il faut laisser les Égyptiens décider de manière souveraine du type de gouvernement qu'ils veulent avoir. Si c'est un gouvernement qui est dit islamiste, je crois qu'il faut le respecter. Parce qu'en plus, quand on parle de gouvernement islamiste, c'est toujours à partir d'un point de vue, d'un regard. Et en l'occurrence, qui est un regard occidental. Je veux dire, qui est un regard occidentalo-centré. Parce que dans l'analyse des phénomènes qui se déroulent en interne, on ne parle pas du gouvernement islamiste avec les frères musulmans. Même s'il y a une orientation islamique, on peut avoir une orientation islamique qui soit relativement acceptable et démocratique.
j'en veux pour preuve le modèle turc, même s'il est très agressif, c'est maintenant la plupart des gouvernements européens n'aiment pas beaucoup Erdogan. Le fait est que c'est un modèle qui marche et qui a du sens. La Turquie est en train d'émerger comme une puissance mondiale. La Turquie, une puissance mondiale au-dessus des puissances européennes installées. La Turquie. Donc il faut faire très attention à ces différents aspects. Je voudrais également ajouter, par rapport à l'Europe, qu'il y a évidemment il y a une ingénierie qui a été mise en place. Hein. On a dans la Convention des droits de l'homme de l'Union européenne un dispositif qui concerne le droit d'asile. Ce dispositif devrait être pris en compte, respecté et appliqué dans la plupart des États européens. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester dans une logique purement sécuritaire et répressive de la migration et ouvrir un peu plus les migrations, ouvrir un peu plus les frontières. Je crois que c'est parce qu'ils sont dans cette logique répressive qu'aujourd'hui, vous voyez, un pays comme la France refuse délibérément d'accueillir les migrants qui rentrent en Italie. Et ce n'est pas le seul pays. Et donc, l'Italie comme la Hongrie sont en train de décrier justement le non-respect de la politique migratoire européenne qui est établie par la Convention des droits de l'homme. Il faudrait que les gens commencent à se réveiller, commencent à appliquer notamment ce dispositif, comme mon avis a du sens. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faudrait, c'est peut-être facile de formuler comme ça parce que je donne la recommandation, mais quelquefois je pense que ça a du sens de faire comme ça. On doit absolument faire en sorte qu'en Europe, on ait une approche positive de l'immigration. Qu'on n'ait plus une approche négative, qu'on ne considère plus le migrant ou l'immigré comme quelqu'un qui a une présence complètement négative, qui n'apporte rien, qui profite, etc., ou qui est une menace. Dans la réalité des faits, ça ne correspond pas à ce que nous voyons tous. Et donc, il faut avoir et développer une vraie politique qui soit positive. Et ce n'est pas facile parce que dans le contexte politique où les partis d'extrême droite prennent le pouvoir, ce n'est pas facile à formuler. Et donc, l'une des solutions qu'on peut mettre en place pour éviter justement l'encerclement, le contrôle de la politique migratoire par les partis d'extrême droite, eh bien, c'est de faire en sorte que les migrants puissent voter. C'est de faire en sorte que les migrants puissent avoir un droit de vote. Et donc, ça signifie qu'on devrait pouvoir faire en sorte que le principe de vote en Europe soit déterminé non pas par le droit du sol ou bien le droit du sang, qui est assez rare, mais simplement par le principe de résidence. C'est-à-dire que si on réside dans un pays pendant minimum 5 ans, on doit pouvoir être capable de donner son avis et pouvoir avoir un suffrage sur la façon dont les affaires collectives sont menées, au niveau local, comme au niveau régional, comme au niveau communautaire en Belgique, comme au niveau fédéral, et même au niveau européen. Je pense que c'est extrêmement important parce que c'est le seul moyen qu'on peut mettre en place pour contrer la montée en puissance des partis d'extrême droite. Et je peux vous dire, la montée en puissance des partis d'extrême droite est une très mauvaise image que l'Europe renvoie au monde entier. Et donc, je crois qu'il est dans l'intérêt de l'Europe de faire extrêmement attention à ça. Et je termine par un tout dernier point, c'est de dire que, et là, je me base sur toute une série de travaux et de références, les pays africains connaissent une vraie dynamique de développement économique. Et cette dynamique est croissante. Elle est très importante. Et d'après certains analystes, cette dynamique est tellement croissante que d'ici une dizaine d'années, on ne va pas plus loin, d'ici une dizaine d'années, il sera absurde pour les Africains de vouloir venir s'installer en Europe. D'ici une dizaine d'années. Donc il y a toute une dynamique qui est en train vraiment de se mettre en place. Et on est dans la phase aiguë, c'est pour ça qu'il y a des drames, puisqu'on est dans une phase extrêmement aiguë, extrêmement tenue, mais ça va s'inverser. Et il faudrait, à mon avis, que l'Europe puisse vraiment, avec un minimum d'intelligence, accompagner ce mouvement, sinon elle sera complètement larguée. Parce qu'elle est en train d'être larguée sur tout un ensemble de pans de la vie économique, sociale, intellectuelle et scientifique de la vie internationale. Donc voilà les quelques idées que je voulais soulever. Et évidemment, ça c'est mon leitmotiv, c'est de dire que dans l'élaboration de cette politique migratoire de l'Europe, il est extrêmement important de toujours associer de manière étroite la diaspora.
il faut que la diaspora des pays, la diaspora des personnes issues des pays d'origine de départ des migrants soit étroitement associée à l'ensemble des politiques migratoires qui sont mises en place. Et étroitement associée, pas seulement à la fin, quand tout a été pensé, mais dès l'origine, dès l'élaboration de ces différentes politiques. Et quels que soient les échelons, ça commence par l'échelon local, pour ceux qui s'intéressent au local, ça commence par l'échelon local. Quand on commence à élaborer des politiques migratoires au niveau local, il faut étroitement associer la diaspora des personnes ici des pays migrants. Donc voilà, merci beaucoup.